Bonsoir à tous. Euh, Merci de nous retrouver ce soir donc par rapport au thème que nous avons décidé d'aborder, qui est donc cacophonie sur la rentrée des classes ou à Ali Bongo. Nous allons nous donner 2 à 3 minutes pour que les uns et les autres puissent se connecter et que nous puissions partager le lien aux uns et aux autres comme d'habitude. Donc, prenez le temps de vous connecter pour ceux qui nous rejoignent. Nous avons donc notre ami Jean-Rémy Yama qui sera avec nous ce soir. Jean-Rémy que, bon, à mon avis, il n'est plus trop à présenter. S'il fallait le faire, donc, c'est le président, je crois, de Dynamique Unitaire, mais lui-même nous le précisera tout à l'heure. Sinon, pour l'instant, on va essayer de partager aux uns et aux autres le lien de notre émission de ce soir, de notre direct, comme on le dit. Vous excuserez l'absence de notre animatrice en chef Elsa, qui n'est pas avec nous pour le moment parce qu'elle a eu un empêchement. Mais donc je propose aux uns et aux autres de partager notre connexion afin que nous soyons tous présents pour regarder et avoir cet échange. Je me chargerai en lieu et place d'Elsa d'assurer un peu la modération de l'émission. D'ores et déjà, il y aura avec nous ce soir, de manière certaine, Marc Ouna qui est là, Ange qui nous fait l'heureuse surprise d'être parmi nous ce soir aussi. Il y a Franck Djibi qui est là, et bien sûr Jean-Rémy. Nicolas doit nous rejoindre d'un moment à l'autre également. Elsa qui sait souvent le dire ou le faire, je vais essayer de faire quand même. Je vais demander donc de partager, aux uns aux autres de partager notre lien. Je pense qu'on va essayer de démarrer pour ne pas trop perdre de temps. Je vais donc donner la parole à Franck, qui va pouvoir démarrer la présentation en nous faisant une introduction générale du sujet. Franck, la parole est à toi, tu peux brancher ton micro. Merci Jean-Gaspard et merci aussi aux internautes, merci aux compatriotes d'être une fois de plus avec nous. Comme tu l'as dit, notre thème est, on dit aussi merci à notre ami Jean-Rémy Yama qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre ce soir pour parler de ce sujet que tu as évoqué tout à l'heure, cacophonie au sujet de la rentrée scolaire, où est Ali Bongo? Il y a exactement 7 jours à peu près, il y a 7 jours exactement, à peu près à pareille heure aussi, le ministre de l'Éducation nationale du gouvernement actuel intervenait, faisait donc une communication. Les Gabonais apprenaient à la faveur de cette communication que la rentrée scolaire était séquencée, allait se dérouler par vague, par séquence. Il allait y avoir donc les élèves du pré-primaire et du primaire qui étaient attendus dans les salles de classe, je crois, lundi dernier. Et puis, les élèves du lycée sont attendus dans les salles de classe à partir de demain. Bien entendu, avant tout cela, on avait parlé d'un effectif de 60 élèves par classe. Tout ceci pour répondre aux préoccupations qui sont nées donc de la pandémie du Covid-19. Chacun a pu noter que depuis le mois de mars, les enfants ne sont pas repartis à l'école. Chacun a pu noter aussi les ratés de l'enseignement à distance. Il y a eu des essais qui ont été faits, mais tout ça a été parfaitement folklorique et était sans effet sur le déroulement des programmes et sur les enseignements. Donc, depuis le mois de mars à peu près, les enfants ne savent pas où donner de la tête. Et depuis la semaine dernière, on a annoncé la reprise des classes, comme je le disais tout à l'heure. Mais simplement, cette reprise des classes se fait dans un contexte extrêmement particulier. Et dans ce cas-là, ça nécessite donc d'abord un réaménagement des salles de classe, déjà. Or, on connaît la question des effectifs pléthoriques dans nos salles de classe.
Déjà 60 élèves par classe, si pour M. Daouda c'est une performance, pour moi 60 élèves par classe, ça reste encore des effectifs pléthoriques. Et puis, donc pour répondre à toutes ces questions de distanciation physique, de lavage des mains, de port des masques, du masque, il y a donc beaucoup de questions qui se posent, des questions autour de l'achat, l'approvisionnement de ces masques, autour de l'approvisionnement des gels, des mécanismes de lavage des mains, parce que dans les écoles, on le sait, dans beaucoup d'écoles à Libreville se posent des problèmes d'eau. Il y a des problèmes d'adduction d'eau, il y a des problèmes déjà dans les écoles, les toilettes en général. Les toilettes en général ne fonctionnent pas ou fonctionnent peu ou très mal ou sont impraticables en général. Donc, toutes ces questions-là deviennent de plus en plus prégnantes avec la pandémie du Covid. Et face à cela, le ministre de l'Éducation nationale donne des assurances, dit ce qu'il peut, mais on aurait quand même, dans une circonstance aussi particulière, attendu qu'il y ait un message venant de plus haut que lui. On aurait quand même attendu dans une circonstance particulière qu'il y ait des orientations de la part de M. Ali Bongo. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Si on a pu mettre fin à amputer l'année scolaire de plusieurs mois, cela voulait dire que Ali Bongo avait donné son aval. Il avait dû donner son aval à cela. Même si on nous répondra que c'est des questions d'intendance, oui, mais une décision aussi lourde de sens, aussi lourde en termes de portée, aussi lourde pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir du pays, n'aurait pas pu être prise par un simple ministre. Donc, par parallélisme des formes, on se serait quand même attendu à ce que M. Ali Bongo vienne rassurer les parents, viennent rassurer les élèves, viennent rassurer l'ensemble de la communauté éducative sur toutes ces questions qui se posent. Hein, le dispositif de lavage des mains, comme j'ai dit, les questions d'adduction d'eau dans nos écoles, les fournitures en masques, parce que ces masques-là, il faudra les renouveler de manière régulière. On apprend de manière opportune maintenant que le masque chirurgical est lavable, réutilisable un certain nombre de fois. Tout ça nous amène quand même à nous poser des questions et à nous demander les conditions dans lesquelles cette rentrée scolaire se fait. Est-ce que, quel que soit ce qu'on en pense, si on veut se rallier au point de vue du gouvernement qui prend prétexte de la COVID-19 pour brider la liberté publique et donc qui essaye de faire croire au monde entier que le Gabon est un foyer de propagation, si on veut soutenir le point de vue du gouvernement qui essaye, je répète, de faire croire au monde entier que le Gabon est un foyer de propagation, eh bien, la rentrée scolaire se fait dans des conditions assez difficiles et assez risquées. C'est donc de gros risques qu'on fait engager aux enfants. On ne peut pas dire en même temps, passer le temps à maintenir un couvre-feu, passer le temps à dire que le foyer, que l'épidémie sévit au Gabon et envoyer les enfants dans des salles de classe à 60, envoyer les enfants dans des écoles qui n'ont pas d'eau, envoyer les enfants dans des écoles, la question des gels, même la question des gels, puisque le gel peut suppléer l'eau. Donc, toutes ces questions-là, ce sont autant de questions qui auraient quand même nécessité qu'il y ait une prise de parole de la part du détenteur suprême et exclusif du pouvoir exécutif. Parce que ceux qui aiment à dire que c'est une question d'intendance doivent bien se souvenir que dans ce pays, il y a eu une révision constitutionnelle qui a attribué à Ali Bongo le pouvoir exécutif et au seul Ali Bongo. Le Premier ministre ne partage plus le pouvoir exécutif avec le président de la République depuis la modification constitutionnelle de janvier 2018. Donc, le détenteur suprême et unique du pouvoir exécutif aurait dû normalement prendre la parole pour essayer de rassurer les parents. Voilà un peu ce que je pouvais dire en introduction. Merci à toi, Franck. On va donc laisser à notre ami Jean-Rémy Yama, dont c'est un peu la spécialité, non seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau de l'engagement citoyen, pour nous donner son propos introductif ou bien son point de vue sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. En même temps qu'il s'exprimera, j'aimerais qu'il lui dise, parce qu'on se posait un peu la question tout à l'heure, si à part le Gabon, il y a un autre pays au monde où les établissements scolaires sont fermés depuis le mois de mars. À notre connaissance, nous disions non, mais peut-être que lui qui est de la corporation aura plus d'informations que nous. En tout cas, Jean-Rémy, la parole est à toi. Merci encore d'être parmi nous ce soir. Merci à vous également. Je salue tous ceux qui nous suivent ce soir. Je salue
tous les membres de votre groupe qui ont bien voulu m'inviter ce soir pour donner mon point de vue. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon nom étant affiché déjà, c'est Jean-Rémy Yama. Je suis le président de la Confédération syndicale dynamique unitaire, qui a à son sein, on va dire, les principaux syndicats de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la CONACYCED et le SNEC. Donc, à ce titre, je pense que nous sommes très bien placés pour parler de ce qui se passe dans nos établissements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de rentrée scolaire, de la cacophonie qu'il y a, mais on a oublié qu'en août aussi, il y avait une cacophonie pour la rentrée universitaire. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Je pense que nous sommes en faillite. Le système éducatif est en faillite, disons-le clairement. Et entre les objectifs inavoués du gouvernement de faire de cette pandémie une raison pour supprimer les libertés individuelles et bon, la volonté aussi de paraître aux yeux de la communauté internationale comme un bon élève, eh bien, il y a beaucoup de contradictions au sein du gouvernement. Il y a de l'incohérence dans leur action. Ça nous rattrape parce que en 2010, lors des États généraux, il y en avait déjà, je crois, 10 ans avant, mais je prendrai les États généraux de 2010 qui avaient recommandé de mettre à peu près 3 000 milliards sur 5 ans pour rattraper notre déficit sur le plan éducatif, c'est-à-dire en infrastructure, donc pas de classe, et ainsi de suite. Au lieu de suivre cette recommandation, le gouvernement a plutôt préféré la jouissance, l'organisation de 2 CAN et d'autres choses. Et aujourd'hui, ça les rattrape parce qu'ils parlent de 60 élèves par classe. Mais ils ne pourront même pas tenir 60 élèves. Ce n'est même pas réaliste. Parce que pour pallier à ces insuffisances, ils ont d'abord imaginé le turnover. Le fait de... Voilà. Mais une journée n'a que 24 heures. Vous avez beau tirer, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas possible, sauf à faire travailler les gens 24 sur 24. Donc, aujourd'hui, ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir avec 60 élèves. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas avoir aussi de différence. Pourquoi les réunions dans la même salle, si elle est occupée par les élèves, bon, vous pouvez être 60. Mais si elle est occupée par les syndicalistes, ah non, vous ne devez être que 30. Donc, c'est incohérent. Tout ce que le gouvernement dit ne tient pas la route. Bon, Franck parlait de l'intervention au plus haut niveau du chef de l'État. Bon, c'est vrai, Franck, on va te fabriquer un sosie qui va venir parler et puis il va dire tout ce qu'il veut. Mais le problème reste là, puisque dans le sujet aussi, il y avait le point qui gouverne. Peut-être d'autres intervenants pourront en parler, mais vous connaissez la position des dynamiques unitaires là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté. On n'a pas changé depuis le 2 juillet, même si c'est vrai que certains peuvent penser autrement, mais seul Dieu nous, la vérité, en tout cas, elle arrivera tôt ou tard. Bon, donc, sur le système éducatif, Gaspard, en introduction, le système éducatif au Gabon est en faillite. Je crois que nous avons atteint le fond. La rentrée scolaire ne pourra réellement pas avoir lieu. Les 60 élèves par classe ne sont pas réalistes. L'application des mesures barrières ne pourra pas tenir dans tous les établissements du Gabon parce qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes au courant du phénomène. Ils sont en train de supprimer petit à petit, mais je crois que c'est depuis 2 ou 3 ans qu'ils le font, les écoles maternelles, les écoles primaires au profit des lycées. Mais ces élèves-là, des écoles maternelles et primaires qu'on supprime, ils vont où? Et ça, c'est une faillite du système. C'est-à-dire que les parents sont abandonnés à eux-mêmes, obligés d'inscrire les enfants dans les établissements privés. Donc voilà un peu en quelques mots, et une fois de plus, je suis très content d'être avec vous et je répondrai éventuellement à toutes vos questions. Merci.
Merci à toi, Jean-Rémy. Nous avons donc pas mal d'amis qui nous ont rejoints. Bon, Nicolas, en tout cas sur le live, est avec nous. Il y a Audrey, Patricia, Télésphore, Lucrèce Casse, Jean-Roch Ndong, Parfait et bien d'autres qui sont avec nous. Il y a Lucrèce Casse qui posait la question, mais je pense que la réponse est dans sa question, en disant, à part notre Gabon, est-ce qu'il y a d'autres pays où on a donné les examens cadeaux, le BPC et le certificat d'études? Je vais donner la parole à Ange, à la suite de Jean-Rémy, pour continuer d'abord les interventions liminaires des uns et des autres. Tu peux brancher ton micro, Ange, et prendre la parole à toi. Merci, Jean-Gaspard. Enfin, moi, ce que je veux dire en introduction, c'est que il est quand même étonnant de savoir que en mars, lorsque tout a été arrêté, lorsqu'on a demandé aux enfants de ne pas rentrer, ne pas aller à l'école, on a eu une vidéo d'Ali Bongo. Il est venu pour expliquer que tout va être arrêté. Et de mon point de vue, l'éducation dans une république normale, c'est le pilier du fonctionnement de la République, parce que c'est par l'éducation qu'on peut atteindre ou circuler dans l'ascenseur social. Or, il me semble que pour la reprise, il était important que le président de la République vienne en personne expliquer, compte tenu du contexte sanitaire de notre pays, expliquer dans quelles conditions, pour rassurer les familles déjà, dans quelles conditions les enfants iraient à l'école. Or, en l'espèce, et c'est pourquoi le thème de notre live de ce soir est intéressant, en l'espèce, il y a une grosse cacophonie. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire aux gens, les petits commerces sont fermés, parce qu'il y a un risque de contagion, et les enfants qui vivent dans des foyers, parce qu'ils ne vivent pas seuls, ils ne vivent pas dans les internats, vous vous souviendrez que depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir, il n'y a plus d'internat. Donc, on ne peut pas prendre l'exemple de l'internat en disant qu'ils sont dans les internats. Ils sont dans les familles. C'est-à-dire que si on estime qu'on ne peut pas interagir entre nous, citoyens, dans la société, parce qu'il y a le risque de Covid, on ne peut pas se permettre d'envoyer les enfants dans les salles de classe où ils seront à 60 en promiscuité totale. Parce que dans une salle de classe de 60 élèves, il est impossible de mettre en place les distances sociales. On ne peut pas être à 1 mètre chacun d'élèves alors que on est 60 dans la salle de classe. Il n'y a pas de nouvelle salle de classe. Il y a beaucoup d'établissements encore, Jean-Rémy le disait tout à l'heure, beaucoup d'établissements primaires ont fermé au profit des collèges et on ne sait pas où vont apprendre les élèves qui étaient dans ces primaires-là. C'est-à-dire, je prends l'exemple de l'école normale supérieure qui est là à côté de Nelson Mandela, qui est devenue un collège Nelson Mandela. Tous ces élèves-là du CP au CM2, on ne sait pas où ils vont apprendre. Si, par extraordinaire, on les renvoie dans les établissements qui existent, dans ces établissements-là, ils seront plus que 60 dans les salles de classe. Alors, il aurait été bien, s'il était encore en capacité de le faire, que le président de la République vienne expliquer aux parents d'élèves que les enfants rentrent dans des conditions à peu près normales et dans des conditions qui respectent les critères, les gestes barrières, pardon, édictés par le gouvernement. Mais il n'en est rien. Et en plus, ce qui est encore plus grave, c'est que, ça a été dit tout à l'heure, dans nos établissements publics, dans les primaires surtout, il n'y a aucun sanitaire. Donc, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a absolument rien qui permette aux enfants de pouvoir peut-être se laver les mains chaque heure, parce qu'il faut dire qu'en moyenne, les enfants restent à l'école, je parle de primaire, hein. En moyenne, les enfants restent à l'école à peu près 7 heures. Or, on sait que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, il faut se laver régulièrement les mains. Où est-ce que ces enfants vont se laver les mains? Nulle part. Quel est l'intérêt de l'éducation pour le président de la République? C'est zéro. Puisque, à la limite, s'il existait, j'ai envie de dire fonctionnellement, s'il existait, il serait venu nous expliquer comment le gouvernement qu'il dirige
décide d'entamer l'année scolaire. On a vu, et c'est là où c'est un peu inquiétant pour notre pays, c'est qu'on a vu le même gouvernement organiser un bac ou offrir un bac dans des conditions que tout le monde a critiquées, et le même gouvernement qui ne pouvait pas organiser 2 examens à cause de la population scolaire peut organiser une rentrée alors que les conditions pour lesquelles ils ont interdit l'école en mars n'ont pas changé. Et le même président qui était venu nous dire en mars que ce n'était pas possible de continuer l'école, le même président aujourd'hui a disparu pour nous expliquer comment aujourd'hui on peut reprendre les cours. Donc je pense que le mot cacophonie est faible pour exprimer ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'on envoie encore nos enfants, nos petits frères et nos petites sœurs dans des situations compliquées que personne ne pourra gérer. Et ça se justifie par le fait que le président de la République est plus préoccupé par son mariage avec lui-même, puisque vous avez remarqué que il fait le tour de Libreville, comme un peu toutes les mariées, on fait le tour de ville, il fait le tour de Libreville, alors même que des questions principales comme l'éducation, qui pour moi est une question essentielle dans le fonctionnement de la République, n'est pas réglée. La question de l'éducation n'est pas réglée. La question de l'éducation n'est pas réglée et ne sera pas réglée par le fait que le ministre de la Justice, le ministre de l'Éducation nationale passe à la télé pour venir expliquer l'inexplicable. Moi, il me semble que si on avait un pays encore dirigé par une personne qu'on appelle président de la République, il serait venu à la télé pour nous expliquer comment et dans quelles conditions nos enfants seraient en sécurité à l'école. Or, ce n'est pas le cas pour l'instant et il y a de quoi inquiéter à la fois les familles et les enfants eux-mêmes qui vont dans ces écoles-là. Merci, Ange. Il y a parfait exemple qui dit pas de nomination de chef d'établissement. Après une semaine de début de cours, on a des chefs intérimaires jusque-là. On a Cédric Saïzonou qui dit à quel niveau de la résolution des décisions issues du forum de la fonction publique d'Angondjé, nous n'en pouvons plus. Il y a Lucas Edzan qui se demande, mais pour les établissements privés qui ont été fermés, où iront les élèves de ces établissements? Donc, autant de questions qui se posent. C'est vrai que depuis longtemps, ma religion était faite à 2 niveaux. C'est-à-dire que quand Ali Bongo était en capacité de gouverner ce pays, il avait un problème avec l'éducation. C'était un problème personnel avec l'école. Il n'est pas qui se voyait. Vous savez, vous ne pouvez incarner que ce que vous êtes vous-même. Et je pense que lorsque les gens savent qu'ils n'ont pas besoin de l'école pour arriver à leur fin dans la vie, l'école sera donc reléguée un peu aux accessoires. Je pense qu'on revient à la même chose aujourd'hui, c'est que ceux qui ont pris la place d'Ali Bongo, bien qui veulent prendre la place d'Ali Bongo, ont eux aussi, on dirait, un problème avec l'école. Ce qui fait que dans l'ordre des priorités qui peuvent être les leurs, on voit bien à quel niveau l'école est reléguée. Je vais proposer, pour continuer un peu notre tour, je vais proposer à Marc de prendre la parole pour continuer cet échange avec les uns et les autres. Et merci Jean-Gaspard. À la suite de Ange, et toujours dans la rubrique des constats, j'ai été choqué ce soir de regarder une vidéo qui a circulé et qui présentait l'état du lycée national Léomba. Le monsieur qui a pris cette vidéo a bien fait de montrer à la face du monde la situation des établissements. Ici, au lycée Léomba, nous pouvons avoir sous nos yeux ce spectacle. Je pense que ce soit à Libreville ou dans d'autres provinces, la situation est encore beaucoup plus dramatique. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Je pense que nous sommes face à des opérations de communication qui n'en valent pas la peine. L'éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale jusqu'à présent n'a même pas encore, quelqu'un l'a souligné, hein, n'a pas désigné les chefs d'établissement. Aujourd'hui, on nous annonce que la rentrée effective des classes, c'est demain. Et j'ai également suivi une vidéo où les populations se plaignaient de l'augmentation des tarifs de transport. Quand on sait que le gouvernement n'a pas mis en place
un système de transport scolaire qui permettrait de désengorger le transport public. Je me pose une question. Demain, comment les parents vont faire pour affronter tous ces tarifs au niveau des transports qui vont les asphyxier davantage? La vidéo qui circulait, qui était devenue virale, qui présentait un peu cette situation désastreuse où un petit parcours entre la gare routière et le PK12, où les usagers pouvaient débourser 300 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 1000 francs. Si vous prenez la gare routière, lycée technique, quel serait le montant à dégager? Encore une fois, nous allons nous retrouver, les parents d'élèves vont se retrouver devant une situation inconfortable. Alors, est-ce que les mesures barrières vont être respectées dans les bus, dans les taxis? Si on part du principe qu'on maintient les mêmes horaires pour la rentrée scolaire, c'est-à-dire 8 heures, midi et autres, vous imaginez tous ces enfants qui vont se déverser dans la rue pour attendre les transports en commun, les bus, les taxis-bus, les bus, et quelle serait la situation de distanciation dans ces différents moyens de transport? Encore une fois, il y a de l'impréparation, il y a de l'improvisation, et je ne serais pas surpris de voir demain tout un désordre, non seulement dans les rues de la capitale, mais aussi au sein des établissements. Voilà un peu le constat que moi je peux faire à ce niveau. Il y a le son. Le son. Oui, excusez-moi, mon son était coupé. Donc, je vais redonner la parole à Ange qui souhaitait peut-être rajouter quelque chose. Et ensuite, on donnera la parole à Nicolas avant de revenir vers Jean-Rémy pour les questions qui sont posées par nos internautes. Merci. Ange, le micro. Ange, ton micro, s'il te plaît. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, je voulais ajouter un élément qui me semble important, qui justifie d'ailleurs l'intervention du président de la République. Nous sommes dans un contexte où les petits commerces ont été fermés, les bars sont fermés, les boîtes de nuit sont fermées, la petite économie n'existe plus. Or, et c'est Marc qui m'a inspiré cette idée-là, or, les enfants doivent repartir à l'école. Et nous savons que depuis qu'Ali Bongo est président de la République, le système de transport scolaire n'existe plus. Avec quoi, avec quels moyens les parents pourront financer le transport de leurs enfants? Puisque par définition, ils ne peuvent plus exercer leur activité. Donc, ceux des parents qui avaient comme seule activité les bars, les boîtes de nuit, la petite économie, qui est arrêtée depuis le mois de mars, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour envoyer les enfants à l'école. On aurait aimé entendre le président de la République nous expliquer comment ces enfants-là feraient, ou comment les parents-là feraient pour financer l'apprentissage de leurs enfants. Ils ne peuvent pas. Enfin, en tout cas, l'État gabonais s'est arrangé, en tête de quel le président de la République s'est arrangé à faire en sorte qu'il n'ait pas les moyens de pouvoir à leur fourniture scolaire, il n'ait pas les moyens de pouvoir à leur transport scolaire. On se demande, en fait, finalement, ils ont décrété la rentrée scolaire pour quelle raison? Puisque manifestement, matériellement, ils sont incapables. Parce que la majorité des Gabonais vivent dans la pauvreté. Ils sont donc incapables, eux, d'assurer le transport des élèves. Ils sont capables d'assurer les fournitures scolaires des élèves, puisque l'économie est arrêtée depuis le mois de mars. Donc, s'il existait dans ce pays un président de la République qui était aux commandes, ce dont je doute et ce dont nous tous aujourd'hui nous sommes convaincus qu'il est totalement absent, s'il existait, il nous aurait expliqué quels mécanismes son gouvernement met en place
pour faire en sorte que les enfants reprennent les cours de manière sérieuse. C'est-à-dire qu'ils aient les fournitures pour y aller et qu'ils aient le transport nécessaire pour se rendre dans les différents établissements. Donc, cet élément encore, cette absence de parole présidentielle est une preuve de plus que la capacité du président de la République à diriger le pays, ou plutôt son incapacité à diriger le pays, est avérée. Voilà. Jean Gass. Ton micro. Merci, merci Ange. Je vais donner la parole à Nicolas, hein, qui va terminer un peu notre premier tour de table avant qu'on ne revienne sur Jean-Rémy. Merci Nicolas. Merci Jean-Gaspard. Merci. Vous savez, en fait, je pense qu'il faut être factuel. Cette crise du coronavirus a une particularité, sinon deux, c'est qu'elle a fait mal au portefeuille de tous les États de la planète, dû à l'arrêt brutal de bon nombre d'activités, de secteurs d'activité économique. Et dans un deuxième temps, parce que c'est une crise qui a nécessité et qui nécessite toujours d'énormes moyens pour mettre en place des politiques sanitaires, des logistiques en place qui ont changé, bouleversé la vie des gens. Et ce malheureux événement, donc cette crise du corona, a bien évidemment, dans notre cas, notre pays, le Gabon, a démontré les limites de la gouvernance de M. Ali Bongo. Je ne parlerai même pas d'impréparation, ceci, cela. Ça montre en fait à suffisance quelles sont leurs priorités. Et que leurs priorités sont absolument tout sauf la santé des Gabonais. Et encore pire, celle de la jeunesse gabonaise. Pourquoi? Parce que depuis mars, il aurait fallu prévoir, car gouverner c'est prévoir, une politique pour la rentrée des classes à venir, donc au mois de septembre, octobre ou novembre. Il aurait fallu, la condition sine qua non serait été de créer une ligne budgétaire spéciale qui aurait fait en sorte de faciliter la reprise des cours dans des conditions sécuritaires. Ça n'a pas été le cas, bien évidemment. Pourquoi? Parce que les priorités du gouvernement et de M. Ali Bongo n'ont jamais été l'éducation dans notre pays. Ça, nous le savons tous. Mais aujourd'hui, la responsabilité est d'autant plus grande et choquante lorsque l'on voit que le gouvernement est aux abonnés absents. Alors, ils ont beau faire des annonces au quotidien en disant qu'ils étaient préparés, que les rentrées, il y aurait des salles de classe avec 60 élèves par classe, mais dans les faits, nous savons très bien que c'est complètement faux. Donc, au-delà du fait que M. Ali soit incompétent, maintenant, il joue avec la vie des Gabonais et il montre bien clairement que ce n'est pas son problème. Et ça, moi, je trouve ça inadmissible. Et ce que je trouve d'autant plus choquant, j'ai lu quelques commentaires sur les réseaux sociaux de certains compatriotes qui se retrouvent à oser protéger ce type de personnes, ce gouvernement, M. Ali Bongo, en essayant toujours de leur trouver des circonstances atténuantes, bien qu'il n'y en ait en réalité aucune. Mais c'est d'autant plus dramatique parce que là, on parle de santé, on parle de vie humaine, mais on veut toujours politiser le débat lorsqu'on parle de choses aussi sérieuses. Il y a des gens qui meurent de cette maladie, il y a des millions de personnes qui sont mortes sur cette terre de cette maladie. On a eu la chance qu'en Afrique, la croissance de cette maladie ne soit pas aussi fulgurante qu'en Europe, mais je trouve totalement inadmissible que l'on cherche à noyer le poisson en faisant croire que nous sommes fin prêts. Et c'est un peu ça, cette situation dramatique que je déplore, non seulement de la part de l'irresponsabilité de nos gouvernants, mais de l'irresponsabilité aussi de bon nombre de nos compatriotes qui veulent toujours chercher à politiser le débat alors qu'il ne s'agit pas de politique en réalité. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci. Merci Nicolas. On a plusieurs interventions de compatriotes qui, à la suite des interventions des uns et des autres, nous disent, si je prends François Obiang, nous dit, ils font simplement dans la diversion. Nous savons tous que la personne
qui fait le tour de ville n'est pas Ali Bongo qui Non, prend la Maria. décision dans ce pays. Je pense que c'était pour répondre un peu à Ange. Il y a Passi Badjina Kumba qui dit nous parlons comment allons-nous faire face à la hausse des prix des transports. Nathaniel Mengue qui dit ils vont être pris par leur propre piège. Il y a Audrey Zengi qui revient en disant à Marcona, je vais te répondre. Les parents seront obligés de choisir parmi leurs progéniture ceux-là qui devront aller à l'école et les autres. Ils resteront en case. Voilà c'est à quoi cet amateurisme choisit à nous entraîner. Je pense qu'il y a un ensemble de questions que je voulais poser à Jean-Rémy quand il va prendre la parole tout de suite après moi, qui viennent d'Agaïms JM. Alors, il dit pourquoi la rentrée ne se fera pas. Les conditions ne sont pas réunies face au contexte sanitaire où il y a d'autres conditions qui ne seront pas remplies. Vu les statistiques que nous voyons, les chiffres sont en baisse au niveau du Covid au Gabon. Et qu'il faut encore s'appesantir sur le respect des mesures sanitaires ou parler de la restriction des libertés inscrites dans la Constitution, effectuée par le gouvernement. Et en réalité, je pense que c'est l'une des questions de fond qui va se poser aujourd'hui, et sur laquelle je voudrais aussi entendre Jean-Rémy Yamaki le dire. Est-ce que la situation sanitaire de notre pays, face au Covid ou à la Covid-19, justifie toutes les mesures, même dans le cadre seul de l'école, qui sont prises aujourd'hui? Est-ce que quand on est dans un pays où on a moins de 10 contaminations par jour, la plupart de ces contaminations étant des contaminations qui viennent de l'extérieur et qui sont prises à l'aéroport de Libreville, on peut continuer, comme on le fait depuis 9 mois, à mettre en péril tout le système éducatif d'un pays? Est-ce qu'aujourd'hui, le Covid n'est pas l'arbre qui vient cacher le problème essentiel qui se pose dans notre pays et dont l'éducation est une victime, comme l'ont été l'économie populaire, etc. Jean-Rémy, je pense que c'est un peu là-dessus que j'aimerais que notre débat aussi puisse se porter. Merci à toi. Oui, merci Gaspard. Et à ceux qui ont posé ces questions, je vais essayer de répondre. Il est vrai que normalement, il y a un taux de prévalence quand même qui est au niveau de l'OMS. Ce taux de prévalence doit faire en sorte, je ne sais pas si on m'entend. Oui, d'accord. Non, puisque c'est Ange qui est devant, donc voilà pourquoi je posais la question. Ce taux de prévalence, normalement, devait faire en sorte, il y a un seuil, et je crois que nous sommes en dessous du seuil recommandé par l'OMS. Et donc, largement en dessous du seuil recommandé par l'OMS, voilà, largement en dessous. Donc, il ne devait plus avoir normalement le couvre-feu. Certaines mesures devaient être purement et simplement suspendues, et puis suivre l'évolution. C'est-à-dire que si on a des nombres de cas qui augmentent, on ne va pas attendre atteindre un certain seuil. Là, on peut prendre des mesures préventives. Mais pour l'instant, certaines mesures ne se justifient plus par rapport à notre prévalence. Maintenant, sur le système éducatif, quand ils disent la COVID-19, c'est l'arbre qui cache la forêt, oui, notre système est malade depuis longtemps. La pandémie ne vient que mettre à jour nos insuffisances. Les États généraux de 2010 disaient quoi? Que nos salles de classe devaient avoir 30 élèves. C'était ça la recommandation. Nous devons faire en sorte que nos salles de classe, maximum, c'est 30 élèves. Nos salles de TD aussi, dans les universités, grandes écoles, pareil. Mais on n'a pas pu atteindre cet objectif. On a des salles de classe de 200 élèves. Donc aujourd'hui, la COVID est tout simplement venue mettre à jour, en fait, nos défaillances. Tôt ou tard, notre système éducatif devait tomber. Vous savez que l'année 2019-2020 n'est pas finie dans nos universités et grandes écoles. Dans les meilleurs des cas, ceux qui ont eu le bac cette année, ils ne commenceront à l'université qu'en janvier ou février. Je dis bien dans les meilleurs des cas. Il y a certaines facultés à l'UOB, en particulier à la FDSE,
qui n'ont même pas encore commencé l'année 2019-2020. Je dis bien qui n'ont pas commencé. Le problème, ce n'est pas tant les grèves, hein, mais le problème, c'est les capacités d'accueil. Voilà. Le nombre d'étudiants augmente, le nombre d'élèves augmente, on ne construit pas de salles, on aura beau tourner, même moment, pour faire le tour complet, il faudra 4 jours. Alors que nos programmes voudraient qu'un tour complet se fasse en un jour. Parce que chaque jour, on doit avoir des enseignements. Mais on va arriver à un système où, pour faire le tour complet, il faut 4 jours ou même 10 jours. Et donc, du coup, ça entraîne quoi? Des retards. Donc, la COVID-19 est venue tout simplement mettre à jour nos défaillances. Personnellement, je ne crois pas à une rentrée scolaire sereine. Ce n'est pas possible. Avec ce qui se passe, on ne pourra jamais respecter les 60 élèves par classe parce qu'il y a des classes qui auront plus. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Et puis, je parlais de discrimination parce que dans la violation des libertés, lorsqu'on limite à 30 personnes les manifestations, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être plus de 30, mais Jean Gaspard, pourquoi dans la salle de classe, on autorise 60 élèves? Si cette même salle doit accueillir une assemblée générale de la CONACYCEN, on va dire non, 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 vous devez être 30. Quelle est la logique qui est derrière? Et aujourd'hui, on parle de 60. Dans les amphis, il y a combien? Quel est le chiffre qui est autorisé dans les amphis? Mais c'est illimité dans les amphis. Les gens sont les uns sur les autres, sans masque, sans respect de mesures barrières. Donc, tout ça, vraiment, de mon point de vue, le problème est en haut. On aura beau faire toutes les stratégies possibles, dire que là, ça ne marche pas parce qu'ils vont tout faire pour colmater. Même le transport, comme Marc a dit, comment les gens vont faire? Mais les gens vont se débrouiller. Ils vont faire l'impossible. Quitte à les voler, ils vont, en tout cas pour le transport de leurs enfants, ils vont tirer le diable par la queue. C'est ce que les Gabonais font depuis plusieurs années. Depuis que cette affaire-là a commencé. Donc le problème, il est ailleurs. Tant qu'on n'aura pas le courage de s'attaquer sur vraiment, qu'on fasse front, je dis bien front, pour régler le problème en haut, eh bien, on n'aura aucun résultat probant en bas. Donc, pour l'instant, je vais peut-être m'arrêter là. S'il y a d'autres questions, tu pourras tout le temps, tu pourras me relancer s'il y a un aspect que j'ai pas abordé. Oui, merci à toi, Jean-Rémy. J'avais dit à quelqu'un un jour, radical, ça ne veut pas dire extrémiste. Le radical, c'est celui qui traite le problème à la racine, là où il se pose. Et je pense que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que les problèmes que nous vivons aujourd'hui, du moins les problèmes que nos compatriotes vivent au quotidien, ne sont que les conséquences d'une situation que peut-être un certain nombre d'entre nous, pour des raisons multiples, pensons pouvoir éviter. Nous pensons que nous pouvons éviter de traiter les problèmes là où ils se posent, à la racine. Et lorsque nous disons, en faisant ce live, que à confondre la rentrée scolaire ou à Ali Bongo, oui, dans tout pays normal, quand un problème se pose à 10, 15, 20% de la population, le chef de l'État de ce pays se lève pour s'exprimer. Au Gabon, un Gabonais sur 2 a moins de 20 ans. Donc, quand on parle d'école chez nous, on parle de la majorité de la population. Et si on ajoute aux élèves étudiants le corps enseignant, les parents d'élèves, on va dire qu'il y a moins de 5% de Gabonais qui ne sont pas concernés par la question de la rentrée scolaire au Gabon. Il faut vraiment qu'Ali Bongo n'existe plus. Qu'il juge, qu'il soit envisagé, comme nous le constatons aujourd'hui, qu'il ne vienne pas à s'exprimer sur ce sujet. Il faut vraiment qu'Ali Bongo, que le Gabon ait le chef d'État, pour qu'on puisse admettre que de mars à novembre, les enfants ne vont pas à l'école. Il y en a qui veulent même trouver ça normal ou comme
l'expression d'une bonne gestion du pays. C'est-à-dire que le Gabon est félicité à travers le monde pour sa bonne gestion du Covid ou de la Covid, pour faire plaisir à Ange, parce qu'ils ont fermé les écoles pendant 9 ans. Je ne connais pas un autre pays au monde qui a fermé ses écoles totalement de mars à novembre à cause du coronavirus, à part le Gabon. Mais je suis même sûr aujourd'hui que nos compatriotes qui sont heureux de cette situation, ils seraient malheureux si on leur dit que dès demain matin, il y a un vaccin contre la Covid et que maintenant, ce problème n'existe plus parce qu'il leur faudra inventer un autre problème pour continuer à garder notre pays en otage. Parce que moi, c'est ma conviction à moi que de dire le Gabon est l'otage d'une imposture et cette imposture, comme elle cherche chaque fois à se justifier, là, la Covid, elle s'accroche. Elle s'accroche. Et oui, les incongruités sont à n'en plus finir. Je disais il n'y a pas longtemps, j'ai été à une célébration de mariage par un maire à l'extérieur de la mairie, donc autorisé par le juge, où il y avait plus de 300 personnes. Ça ne dérangeait personne. Ce sont ces mêmes personnes qui disent qu'on ne peut pas être plus de 30 pour se réunir au niveau syndical, ou au niveau d'un parti politique, ou au niveau d'une église, mais on peut aller à l'amphi de l'UOB à 500, 1000, 1500. Là, le Covid, il reste à la porte, il ne rentre pas, comme disent les jeunes. Je ne sais pas lequel parmi nous voudrait reprendre la parole. Je vais la redonner à Franck pour poursuivre nos échanges avec nos compatriotes. Franck, la parole est à toi. Merci, merci Jean-Gaspard. Oui, on a de bonnes raisons de se demander s'il y a encore un pilote à bord. On a d'autant plus de bonnes raisons qu'il y a quelques mois, le programme des Nations Unies pour le développement, donc le PNUD qui est une agence onusienne et donc qui est un relais de la religion du Covid. Le PNUD rendait public un rapport sur les impacts socio-économiques du coronavirus au Gabon. Et dans ce rapport, le PNUD établissait donc une comparaison avec le Pakistan, notamment sur les questions de scolarité. Le PNUD démontrait qu'une étude qui avait été menée au Pakistan en 2005 à la suite du tremblement de terre prouvait que des élèves qui avaient perdu 3 mois de scolarité dans une année avaient en réalité sur un cycle de 4 ans, sur un cycle scolaire de 4 ans, donc jusqu'en master 1, sur un cycle de 4 ans qui mène jusqu'en master 1, ils avaient en réalité perdu l'équivalent d'une année et demie de formation. Ce rapport-là, il est disponible. Ce rapport-là, les autorités gabonaises naturellement l'ont. On ne peut que s'étonner de voir que ça n'est pas suscité plus d'émoi que ça n'est pas choqué plus de gens que ça n'est pas entraîné un redéploiement budgétaire. On a bien vu, c'est Nicolas qui parlait tout à l'heure de la loi de finances. On a bien vu que la loi de finances rectificative, elle a été votée, mais longtemps après, que ça n'est pas entraîné un redéploiement pour qu'on essaie de voir comment prévenir, comment s'organiser. Tout ça nous amène vraiment à nous dire il n'y a plus de pilote à bord. Il n'y a vraiment plus de pilote à bord. Nous savions depuis longtemps que M. Ali Bongo n'était pas le meilleur dirigeant qui soit. Nous doutions de sa gouvernance que nous trouvions déjà trop expérimentale, hasardeuse. Mais depuis un moment, nous nous posons des questions sur ses réelles capacités à diriger le pays, notamment ses capacités cognitives, parce que on ne peut pas admettre que face à des situations aussi graves, il y a un silence complet au sommet de l'État et qu'après on se retrouve dans des mesures qui relèvent du pilotage à vue, l'improvisation permanente. On le dit et on le redira toujours. On parle de cette question du lavage des mains. Oui, mais la question de l'eau, elle est fondamentale, la question de l'eau dans les écoles. Elle est fondamentale. On va renvoyer les enfants à l'école, oui, mais qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait pour... est-ce qu'on a installé des cubiculaires dans les écoles?
Est-ce que ça a été installé dans chaque école incubiténaire? La question du transport, les coûts du transport ont augmenté justement parce que il y a des mesures de distanciation sociale. Est-ce que tout ça a été pris en compte? Le ministre de l'Éducation nationale est un ministre, c'est sectoriel. Donc, ça, c'est tellement transversal, ça touche à tellement de secteurs, ça met tellement de secteurs en mouvement que c'est le détenteur du pouvoir exécutif qui doit venir s'exprimer. Qu'on ne nous dise pas que le Premier ministre peut le faire, parce qu'au Gabon, le Premier ministre n'a plus de pouvoir réel. Constitutionnellement parlant, eh bien, tout le pouvoir exécutif est concentré entre les mains du président. C'est M. Ali Bongo qui l'a voulu. C'est lui qui l'a voulu, qui a voulu qu'il soit le seul et unique détenteur du pouvoir exécutif. Et ce sont les députés des Godio PDG qui ont voté cela. Donc, qu'ils ne viennent pas nous dire que ce sont des questions qui relèvent de l'intendance. Non, on veut que le détenteur du pouvoir exécutif s'exprime sur des questions aussi sensibles. Sinon, alors, la solution est simple, qu'on constate la vacance du pouvoir et qu'après, on puisse avancer. Voilà. Merci. Oui, merci à toi, Franck, pour ton intervention. Je donne la parole à Marc, qui souhaitait la prendre. Vas-y, Marc, tu peux ouais, il y a un Facebooker, oui, qui vient de faire une remarque importante, c'est-à-dire une année scolaire au Gabon dure 9 mois. Et si on comptabilise depuis le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 9 mois. 9 mois, nos enfants sont à la maison. Ça veut dire que nous avons déjà consommé une année scolaire. Je pense que le gouvernement aurait été beaucoup plus cohérent en déclarant carrément une année blanche. Mais ils n'ont pas le courage de le faire. Non seulement ils n'ont pas le courage de le faire, mais on constate que les frais d'inscription dans beaucoup d'établissements ont pris de l'ascenseur. Et quand on augmente les inscriptions dans certains établissements, les frais d'inscription, mais on n'a pas augmenté le salaire des Gabonais, des petits Gabonais. On a supprimé beaucoup d'activités, tout simplement parce qu'on est dans la logique du corona business. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, c'est d'exiger à nos élèves, à nos enfants, à nos petits frères et sœurs, de leur exiger un test Covid. Ils sont dans la même logique, la logique du corona business. Et regardez ce qui est en train de se faire dans l'établissement. On impose que les tenues soient confectionnées, imprimées dans l'établissement. Ils ont déjà imposé des prix, des montants. Alors, comment les parents vont se débrouiller? C'est-à-dire, il n'y a même pas de mesures pour alléger le fardeau et le poids des parents par rapport à la situation qu'eux-mêmes ils ont créée. Quand vous regardez les travaux qui sont en train de se réaliser dans l'établissement, nous sommes partis du mois de mars jusqu'à maintenant. Il y a eu la période de la saison sèche. Mais les travaux n'avaient jamais été exécutés pendant la période de la saison sèche. Mais regardez ce qui est en train de se faire. Ils ont attendu la saison de pluie pour essayer d'engager quelques menus de travaux dans l'établissement. Je suis passé quelque part hier et je me suis rendu compte que ce n'est que la semaine dernière que les travaux ont démarré, alors que la rentrée scolaire était prévue pour demain, 16 novembre. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Et comme certains l'ont dit, si vous faites le tour de l'établissement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de mesures prises pour essayer de venir à bout d'un certain nombre de problèmes. Beaucoup d'organismes ont injecté de l'argent, beaucoup d'argent, pour la COVID-19. Mais aucun organisme nous a spécifiquement dit que cet argent n'était consacré que pour le secteur de la santé. Non. L'UNESCO a mis de l'argent pour améliorer les conditions d'éducation, d'enseignement dans les établissements. Beaucoup d'organismes comme l'Agence française de développement
ils ont donné l'argent pour la réhabilitation des établissements. Mais allez regarder aujourd'hui les résultats. Et nous allons passer 1, 2, 3, 4 mois dans une situation difficile parce que ces travaux, non seulement vont se dérouler pendant l'année scolaire, alors que les enfants sont en train de patauger dans la boue, mais ces travaux n'iront jamais à leur terme. Voilà la situation, c'est-à-dire on profite de la Covid après avoir engrangé des sommes colossales pour venir à bout, pour intervenir dans n'importe quel secteur lié à la pandémie. Regardez le secteur commercial, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, alors que le gouvernement aurait dû prendre mesures pour alléger les tenanciers de ces commerces. Donc, comme je le dis souvent, nous sommes dans la logique de la Covid, le Corona business. Pourquoi? Parce que en même temps que l'on dénonce cette situation, vous avez des entreprises qui sont en train de limoger, de licencier à outrance beaucoup de Gabonais sous le prétexte de la Covid. Mais le gouvernement ne fait absolument rien du tout. Le gouvernement n'intervient pas pour protéger l'emploi des Gabonais. C'est fait à dessein. Merci. Merci, Marc. Jean-Rémy, je vais peut-être revenir vers toi parce qu'on a plusieurs internautes qui interviennent, mais on a un compatriote qui est assez insistant, c'est Junior Makoti, qui dit que nous faisons preuve, que tu fais preuve de mauvaise foi dans tes interventions parce que le ministère de l'Éducation nationale a fait tout ce qu'il faut. Le ministre, tout est prêt, les élèves seront bien accueillis et qu'au fond, c'est la mauvaise foi de gens comme toi et nous qui empêchent ce pays d'avancer. Un Gabonais, il faut bien que tu lui répondes à un moment donné. Oui, mais bon, je pense que la mauvaise foi est de son côté, parce que si on avait voulu que ce pays avance, on aurait respecté, je dis bien, je reviendrai toujours là-dessus, on aurait respecté les conclusions des États généraux de 2010. On n'en serait pas là. Si les choses avançaient tellement bien, je pense que le ministre ne serait pas la semaine dernière à pareille heure pour venir annoncer le report de la rentrée ou son échelonnement. Si les choses avançaient très bien, on ne serait pas dans la situation où les 400 classes, moi j'ai envie qu'ils nous disent exactement où sont situées, parce que ça le ministre l'a promis, hein, 400 salles de classe qui devaient être livrées, qu'on nous dise là où sont situées ces 400 salles de classe. Parce que c'est maintenant qu'on voit un peu par-ci, par-là, les travaux démarrer. Et comme Marc l'a dit, on n'est pas sûr que ces travaux aillent jusqu'à leur terme. Mais nous, c'est par expérience. Lui, peut-être qu'il vient de naître, notre interlocuteur, peut-être qu'il arrive maintenant. Mais nous, ça fait plus de 20 ans que nous les pratiquons. Et donc, c'est notre expérience qui nous amène à tenir de tels propos. Et en général, nous avons souvent raison. Je voudrais également revenir sur ce que Marc a dit, par exemple, par rapport au licenciement. Vous savez que la chaîne hôtelière Wally, la chaîne Wally qui gère le Renama et le Radisson, le Renama, par exemple, qui était, on va dire quoi, réquisitionné par l'État, c'est-à-dire que l'État était censé payer. On s'interroge aujourd'hui, est-ce que l'État a réellement payé? Parce qu'au sortir de la réquisition, tous les employés sont mis en congé technique et avec possibilité de licenciement. Tous les employés du Renam. Ceux du Radisson n'ont plus d'assurance maladie, tout est coupé. Donc on va vers, en fait, la fermeture programmée, ou du moins du licenciement programmé de ces hommes et de ces femmes qui travaillent dans ces structures hôtelières. Vraiment, donc, Jean Gaspard, tout ce qu'on peut dire, moi, j'en ai connu tellement de ministres et celui qui est là, je le dis souvent en face, c'est un collègue enseignant
d'université. Lorsqu'on ne peut pas faire quelque chose, il faut pratiquer le langage de la vérité. Ce n'est pas la peine de promettre des choses qu'on ne peut pas réaliser. Et ce qui se passe à l'IOB, par exemple, parce qu'il n'est pas seulement ministre de l'Éducation nationale, il est aussi ministre de l'Enseignement supérieur. Bon. Et ce qui se passe à l'IOB, est-ce que c'est normal? La logique aurait voulu qu'on décrète une année blanche, logiquement. Si toutefois ils avaient la capacité de profiter aussi de cette année blanche pour remettre le train sur les rails. Même là encore, même s'il y a 2 ou 3, 4 années blanches, je vous assure que ce système éducatif, tant qu'il n'y aura pas de réformes profondes, on ne pourra pas le remettre sur les rails. On va sombrer au fur et à mesure. Et celui qui a réagi, on se donnera rendez-vous dans quelques années et j'espère qu'il tiendra toujours le même langage. Parce que si on ne traite pas les problèmes à la racine, on n'arrive à rien régler. Et le système éducatif, tant qu'on ne construira pas des salles de classe, tant qu'on ne recrutera pas les enseignants, imaginez-vous, Jean Gaspard, ça fait plus de 5 ans, il n'y a pas de renouvellement de connaissances. C'est-à-dire que les enseignants actuellement de l'éducation nationale n'ont pas la possibilité de s'inscrire à l'INES, qui était là l'établissement chargé de le recyclage. Ils ne peuvent plus. Ça fait 5 ans. Même les médecins n'ont plus, il n'y a plus de stage. Vous êtes enseignant, vous voulez renouveler vos connaissances. Vous êtes médecin, vous voulez renouveler vos connaissances. On vous dit non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a la crise. Alors, comment peut-on construire un système éducatif dans ces conditions? Ce n'est pas possible. Et je voudrais, parce qu'il y a un qui posait les questions justement parce que dans le problème de l'éducation, il n'y a pas que les élèves, hein. Il n'y a pas que les apprenants, il y a aussi les enseignants. Mais le tiers, je peux dire le tiers des enseignants à l'éducation nationale sont sur bon rose. C'est-à-dire, c'est des pré-salariés. D'autres travaillent depuis 5-10 ans. Sur cette question, parce qu'il y a un qui a parlé du forum de la fonction publique, où est-ce que, hein, ça me revient, où est-ce qu'on en était. Voilà, je peux déjà le dire que nous, on n'avait pas pris part à cette mascarade parce que tous ces forums, de fois, n'accouchent que des souris. Mais nous voulons les actes. Mais toutefois, ceux qui ont pris part à ce forum, le rapport est sorti. Toutes les régularisations, en fait, tous les problèmes, y compris la retraite, on a jusqu'en fin décembre, enfin, du moins le gouvernement, a jusqu'en fin décembre pour régler la situation. Donc, nous allons les prendre au mot. C'est la raison pour laquelle nous sommes patients jusqu'en fin décembre. À partir du mois de janvier, à partir du mois de février, alors là, il faut rassurer notre communicateur qu'à partir de cet instant-là, Dynamique Unitaire a opté pour la tolérance zéro en matière de dette. C'est-à-dire ce que l'État doit aux travailleurs, ce que l'État doit aux agents publics, l'État va payer. L'État doit payer ses dettes. Parce que dans ce pays, il manque tout sauf l'argent. Si l'État n'en a pas, eux-mêmes ils en ont, puisque les scandales, on en voit chaque jour. Donc ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays. On sait ce qui se passe, les exploitations minières au vu aussi de tout le monde, mais qui ne figurent pas dans les lois de finances. Bon, bref, donc voilà un peu pour celui qui posait cette question sur le forum. Le forum de la fonction publique a donné des échéances jusqu'en décembre et à partir de janvier-février, nous aviserons en fonction des résultats que nous constaterons. D'accord. Merci Jean-Rémy. On va continuer nos échanges. Je ne sais pas si c'est Nicolas qui veut prendre la parole. Nicolas, tiens, je te donne la parole, ça fait un moment qu'on ne t'a pas entendu. Nicolas, tu peux brancher ton micro. Oui, c'est bon. Non, mais je pense que Jean-Rémy a tout résumé. Il a résumé la situation. On ne pourra pas remettre ce train-là sur les rails s'il n'y a pas une véritable prise de conscience. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est injecter de l'argent. Mais la volonté politique n'est pas là pour ça. Donc, on aura beau polémiquer, théoriser, tant qu'ils ne seront pas prêts à injecter de l'argent dans le monde de l'éducation, il n'y aura aucune solution.
les ministres pourront se succéder, comme l'a dit Jean-Rémy, ils ne pourront rien faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on constate juste que chaque gouvernement qui est là pour assurer le service minimum. En l'occurrence, régler le budget de fonctionnement, c'est tout. Payer les salaires, c'est tout. Mais côté investissement, il n'y a strictement rien de sérieux qui se fera. Pourquoi? Parce que la volonté d'Ali Bongo et de ses amis n'est pas là. Il faut vraiment qu'on le comprenne et il faut que les Gabonais comprennent qu'il faut s'indigner en permanence. On ne peut pas laisser la situation perdurer. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du fait que les gens puissent être réfractaires à la contestation comme vont le faire les syndicalistes, aujourd'hui, c'est une question de santé publique qui est mise sur la table. Donc, notre responsabilité en tant que concitoyens, avec un minimum de bon sens et de patriotisme, voudrait que l'on s'indigne et que l'on s'insurge face à cette irresponsabilité de nos gouvernants. Donc, comme Jean-Rémy l'a dit, le coronavirus est venu montrer les limites de ce gouvernement-là. Donc, moi, je m'interroge énormément. J'ai peur pour ce qu'il y a devant en termes d'éducation. Certains Gabonais ont la chance d'avoir leurs enfants qui évoluent dans le secteur privé, mais ce n'est pas donné à tout le monde, bien évidemment. Donc, on avance vraiment vers l'inconnu avec ces gens-là, mais ceux qui existent, voilà, en gros, c'est ce que je peux rajouter. Ok, merci à toi, Nicolas. On va commencer à aller vers la fin de notre live de ce soir parce qu'on essaie de ne pas rester plus longtemps que prévu. On va demander un peu le mot de la fin aux uns et aux autres. Ange, tu veux commencer? Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que Jean-Rémy l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, le coronavirus est devenu la variable d'ajustement de l'incompétence d'Ali Bongo et de ses amis. C'est-à-dire qu'à travers le coronavirus, on est en train de combler toutes les incapacités qu'on a à diriger le pays. À travers le coronavirus, on est en train de se justifier de toutes les incapacités qu'on a à proposer des politiques publiques utiles pour les Gabonais. Et il me semble que l'éducation n'est pas pour le système, je veux dire pour les usurpateurs. C'est-à-dire que pour eux, l'éducation, ce n'est pas un élément essentiel parce qu'eux-mêmes sont en absence d'éducation. Ils n'ont pas reçu l'éducation qu'il fallait. Bon, moi, j'ai appris à travers France 2 que Ali Bongo lui-même a eu son bac par téléphone. Donc, ils ne comprennent pas l'importance du système éducatif dans la société. Et c'est pourquoi je suis étonné. Quand on nous montre des photos d'un président de la République qui reçoit l'ambassadeur d'Algérie qui part du Gabon, on nous montre des photos d'un président de la République qui reçoit tous les étrangers du monde et qui ne se préoccupe pas de la situation de l'éducation de son pays. On peut quand même se poser la question de savoir quel est l'intérêt du système éducatif dans leur système politique. J'ai envie de dire, la réponse à cette question se trouve dans la situation de la présidence même de la République. C'est-à-dire que même au moment où personne ne doutait de sa capacité à être présent, je ne dis pas à diriger parce que au fond, son incapacité à diriger a été prouvée depuis 2010. Mais sa capacité à être présent, quand il était là, l'éducation ne servait à rien, à part pour le discours. Moi, je me souviens de son interview en 2014, quand il disait que l'éducation comptait pour lui et qu'il y aurait des salles de classe et des nouvelles écoles. Je me rends compte qu'en 10 ans de gouvernance, en 10 ans, on n'a pas eu une seule nouvelle école. On n'a pas eu une seule nouvelle école. Quand moi j'étais élève, on avait des internats ouverts, il n'y en a plus. On avait un système de transport scolaire, je parle de l'Estuaire, de Libreville, qui existait, ça n'existe plus. C'est dire aujourd'hui que, pire encore, la situation dans laquelle le président de la République est dans l'incapacité totale de gérer la République, l'incapacité cognitive de gérer la nation, ceux qui le remplacent dans ses fonctions quotidiennes, comme ils n'ont rien compris de la valeur de l'éducation dans
le système social, ils font encore pire que lui. Et ça peut se justifier par le fait que quand on veut faire comme l'incompétent, on est encore plus incompétent que l'incompétent, puisqu'on est en train de mimer la gouvernance. Donc, je pense que les Gabonais doivent prendre conscience de ce que, aujourd'hui, la situation d'incapacité d'Ali Bongo à diriger le Gabon fait que nos enfants, nos petits frères et nos petites sœurs sont dans une difficulté, dans un danger public terrible qui fait que nous devons tous nous lever et mettre fin à cette situation parce qu'elle est au final intenable. Ok, merci à toi, Ange. C'est moi. Je vais demander à Marc de poursuivre dans le bal des conclusions. On finira avec Jean-Rémy, donc je donne la parole à Marc avant de la donner à Franck. Moi, je voudrais tout simplement demander aux Gabonais de refuser ce qui leur est imposé du fait du corona business. J'insiste là-dessus. Partout ailleurs, les tests, par exemple, sont gratuits. Partout ailleurs. Même chez ceux qui ont beaucoup d'argent. Les tests sont gratuits. Au Gabon, on nous les vend. On nous les vend. Ça veut tout simplement dire, et j'en discutais avec Jean-Rémy la dernière fois, et on impose aux Gabonais, c'est-à-dire pour partir de Libreville jusqu'à chez moi à Oyem, je dois payer un examen qui m'est imposé, c'est-à-dire c'est le gouvernement pour protéger les Gabonais qui prend l'initiative de faire passer les tests. Il y a une loi qui a été prise pour ça, pour la protection des Gabonais face au coronavirus, la fameuse loi sanitaire. Et pour protéger les Gabonais, on a décidé de passer les tests. Ces tests qui sont gratuits, c'est-à-dire tout dernièrement, j'ai suivi l'ambassade de Corée qui remettait à l'État gabonais, je crois, 26 000 tests gratuits. Et on nous les vend. C'est comme si on nous imposait, c'est-à-dire vous voulez circuler, vous êtes obligé de payer un document qui vous permet de circuler, alors que nous sommes dans une situation de protection sanitaire. Ça, c'est le 1. De 2, aujourd'hui, c'est la cacophonie générale. Les opérateurs économiques sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les transporteurs sont libres d'imposer leurs tarifs comme ils veulent. Tout le monde est capable. Vous allez voir, les établissements scolaires seront libres d'imposer les tarifs qu'ils veulent, les responsables. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour protéger le petit Gabonais qui souffre du fait de cette pandémie. Enfin, si pandémie il y a, de ce corona business. Alors, à un moment donné, il va falloir que les Gabonais disent non. Non. Moi, Marcona, j'ai décidé de ne pas passer ces tests. Je ne les passerai pas. Je ne les passerai pas. Parce que je ne suis pas là pour cautionner ce corona business. Je ne suis pas là pour ça. Mais je ne le ferai pas. Et partout, quand je circule, on me demande les tests. Je dis non. Je suis responsable de ma propre santé. Et personne ne peut venir m'imposer ce que moi, je dois faire pour moi. Je pense, et nous l'avons dit, il faut lancer une sorte de désobéissance pour dire stop à ce corona business qu'on voudrait nous imposer. Non seulement il y a le corona business, il y a la restriction de l'espace civique. La restriction de l'espace civique sous prétexte qu'il y a le coronavirus.
J'ai lu quelque part un communiqué de 2 ministres qui prétendent engager demain une opération de contrôle des papiers, de ci, de ça. Ben, comme si les policiers, les gendarmes et les militaires n'étaient déjà pas sur le terrain pour faire exactement ce qu'ils annoncent faire à partir du 20. Que cache cette opération? Que cache réellement cette opération? Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on dise non. La récréation a assez duré et cette récréation doit prendre fin. Voilà un peu mon mot de fin par rapport à l'émission de ce soir. Merci à toi, Marc. Donc, on va continuer à aller vers la fin. Je vais demander à Franck de prendre la parole à son tour avant que Jean-Rémy ne vienne à conclure. Non, Nicolas. Ah oui, il y a Franck, Nicolas et ensuite Jean-Rémy. Merci, Jean-Gaspard. Je l'ai dit, je l'ai dit 2 fois, mais il faut encore le redire. Depuis la réforme constitutionnelle de janvier 2018, Ali Bongo est l'unique et exclusif détenteur du pouvoir exécutif. Il ne le partage plus avec le Premier ministre. À l'époque de cette réforme constitutionnelle, nous avions parlé, nous avions dénoncé une dérive présidentialiste. On nous avait répondu que, voilà, nous aimons la polémique inutile. Ali Bongo détient donc tout le pouvoir, mais il n'a pas de responsabilité. À la limite, le Premier ministre n'a été maintenu que parce qu'on ne voulait pas qu'Ali Bongo soit responsable devant le Parlement. On ne voulait pas qu'il soit responsable devant l'Assemblée nationale, qu'il y aille. Donc, ce n'est que pour ça que le Premier ministre a été maintenu. En tout état de cause, il a tous les pouvoirs entre les mains, même s'il n'est pas responsable devant le Parlement, même s'il n'est responsable devant aucune institution, il est responsable devant le peuple gabonais. Il est responsable devant le peuple gabonais. Il doit donc dire au peuple gabonais qu'en est-il de l'école. Parce que l'école, contrairement à ce que pense Patrick Mougiama Daouda, l'école, ce n'est pas la formation professionnelle. Ce n'est pas un centre de formation, parce que quand on l'écoute, c'est plutôt cette impression qu'il donne. L'école forme à la fois le travailleur, le citoyen et l'être social de demain. Les trois en même temps, l'être social, le travailleur et le citoyen. Voilà ce que l'école forme. L'école offre aux gens des connaissances, non pas pour chercher simplement un emploi, mais l'école offre aux gens des connaissances, un bagage théorique, un bagage qui leur permet d'affronter toutes les circonstances de la vie. Et trouver un travail est une des circonstances de la vie, qui leur permet de faire face à tout ce que la vie pourra présenter devant eux. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas jouer avec la rentrée scolaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas jouer avec l'école. Et que celui qui s'est accaparé tout le pouvoir exécutif en violation de tous les principes, il s'est accaparé tout le pouvoir exécutif. D'ailleurs, il s'est bagarré. Il a utilisé l'armée pour se maintenir à ce poste, puis il s'est accaparé tout le pouvoir exécutif. On ne peut pas comprendre que celui-là se taise pendant que l'école est complètement en faillite, que l'école patauge dans la gadoue, qu'on ne sait pas comment remettre les enfants à l'école, qu'on a encore du mal à évaluer, on peine encore à évaluer les pertes. Les pertes en termes de connaissances, tout ce que ces enfants ont perdu. Je parlais tout à l'heure de cette étude du PNUD au Pakistan qui dit que 3 mois, une interruption de 3 mois, c'est une perte d'un an et demi, sur un cycle de 4 ans. Mais non seulement ils ont perdu 3 mois, le dernier trimestre, mais en plus, ça va faire 9 mois, ils sont tombés dans les vacances, ça va faire 9 mois que les enfants ont décroché. Donc, aujourd'hui, on a du mal à envisager, à revoir comment est-ce que tout ça pourra repartir. Et on ne peut pas admettre que celui qui détient le pouvoir exécutif se taise, qu'il fasse comme si de rien n'était. Il doit normalement s'exprimer pour dire aux Gabonais dans quelle direction aller, comment est-ce qu'ils pensent que l'école gabonaise peut se remettre à flot dans un contexte que eux-mêmes disent difficile, qui est le contexte du corona business, comme dit Marc Ona. Donc,
on doit quand même pouvoir, sans fois sur le métier, on doit pouvoir interpeller Ali Bongo et lui dire qu'on attend une prise de parole de lui pour pouvoir donner une indication sur la reprise de l'école. Autrement, s'il n'en est pas capable, ben, qu'on en tire les conséquences, c'est-à-dire qu'on déclare la vacance du pouvoir. Voilà, merci. Merci à toi, Franck. Donc, on va continuer un peu notre dernier tour de table avec Nicolas pour son mot de fin. Merci à toi, Nico. Oui, merci Jean-Gaspard. Ben, écoutez, moi je pense qu'on a un peu tout dit, hein. Si ce n'est peut-être que répondre à l'illettré vagabond qui a parlé tout à l'heure. Moi je dis que quand on parle de sujets aussi sérieux que cela, il faut arrêter de venir embêter les gens en disant qu'on fait preuve de mauvaise foi. On est dimanche soir, je pense qu'on a mieux à faire que de venir écouter ce genre de bêtises-là. On parle de sujets très importants, il faut être à la hauteur des événements. La prise de responsabilité n'est pas dans notre camp, nous n'avons pas le pouvoir. Okay? Nous ne sommes pas acteurs, nous sommes spectateurs impuissants de la situation de nos gouvernants. Donc, quand on discute de choses aussi sérieuses, il faut arrêter de venir parler du ministre, faire l'apologie d'un homme. Ce n'est pas le ministre qui fait, il y a toute une administration qui est mise en place, il y a tout un mécanisme qui doit être mis en place, ce n'est pas une personne. Donc, vous n'aurez pas de bons points par rapport à ça et un salaire par rapport à ça, à moins que vous ne soyez chargé de mission peut-être du ministre. Et vous copierez, vous collerez vos commentaires que vous lui enverrez par WhatsApp. Mais ça montre aussi le niveau d'immaturité de certains de nos compatriotes lorsqu'on traite de ce genre de sujets qui, pour moi, sont plus que dramatiques. Aujourd'hui, ce que vivent nos apprenants dans les écoles et leurs enseignants doivent tous nous interpeller. Comme Jean-Gaspard l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a un Gabonais sur deux qui a moins de 20 ans. Donc, si ça ne fait pas prendre conscience non seulement à nos dirigeants, mais à nos concitoyens de la gravité de la situation, c'est que vraiment le bateau est perdu, quoi. Et effectivement, il faudrait une prise de parole, quoique je n'attende rien du tout de M. Ali Bongo, parce que pour moi, Ali Bongo, dans son état, avant qu'il ne soit végétatif, on ne pouvait rien attendre de lui déjà. Mais maintenant qu'il est dans un état complètement second, je ne vois pas ce qu'on peut attendre de lui. Donc peut-être éventuellement s'adresser à sa femme et à son fils. Mais si c'est lui, moi personnellement, je n'attends strictement rien de lui. Si ce n'est effectivement qu'il ait un sursaut de lucidité et qu'on déclare la vacance du pouvoir, aussi simplement que ça. Donc c'est un peu ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, Nicolas. Je comprends ton propos à l'endroit de notre compatriote. C'est Junior Makoti, je crois, qui s'agite beaucoup depuis le début. C'est un Gabonais, Nicolas, c'est un Gabonais. Et c'est à cela que, voyez-vous, beaucoup de nos compatriotes, finalement, ont été réduits. Ce jeune garçon, je pense, il a même dû faire des études, normalement. Mais il ne croit plus que faire des études, être méritant, être compétent, ça a un intérêt. Il pense que ce qui a un intérêt pour lui, c'est venir sur Facebook, faire la promotion d'un individu, et puis dire à l'individu, tu as vu comment je t'ai bien défendu, y compris par l'absurde. C'est ce type de citoyen que malheureusement, voyez-vous, certains veulent transformer les Gabonais, voyez-vous. Ce pouvoir va produire des milliers et des milliers de juniors Makoti. C'est pour cela que l'école est dangereuse pour eux. Parce qu'à l'école, on réfléchit un peu. On apprend, on sait lire, on lit, on critique. L'école ne peut pas former des juniors Makoti. L'école ne peut pas former les juniors Makoti. Par contre, l'imposture qui règne dans notre pays, elle a intérêt à ce que les jeunes Gabonais n'aillent plus à l'école. Elle a intérêt à ce que les jeunes Gabonais ne réfléchissent plus. Elle a intérêt à ce qu'au Gabon, il n'y ait que des juniors Makoti. C'est pour cela que la question de l'éducation a toujours été un problème pour eux. Jean-Rémy, écoute, on va te laisser conclure. Je vais encore te remercier une fois de plus de nous avoir fait l'amitié de partager cet instant avec nous autour de nos concitoyens. Nous avons ces échanges et nous allons les poursuivre sur divers thèmes parce que, comme tu le sais, depuis 2 ans, notre pays se trouve dans une situation institutionnelle particulière. Celui qui occupait la fonction de chef de l'État a perdu toute capacité à exercer les charges de sa fonction. On va le dire sur toutes les manières, sur toutes les coutures. Et depuis 2 ans, les imposteurs jouent avec notre pays.
Quand on en parle, les uns ou les autres peuvent se dire c'est une question de politiciens, vous cherchez la petite bête. Et puis on constate depuis 2 ans, chacun à son tour, que nos vies sont impactées, comme on ne l'espérait même pas, comme on ne le pensait pas. Et vous, les prêtres au Gabon, l'Église catholique a vu la police rentrer dans ses enceintes pour l'empêcher de tenir un culte. Nous parlons aujourd'hui de nos enfants qui ne vont pas à l'école. Nous parlons aujourd'hui de toute l'économie populaire de notre pays qui est bloquée, pas parce qu'il y a une pandémie, mais parce qu'il y a des gens qui veulent conserver le pouvoir coûte que coûte, y compris, comme le disait Nicolas, malgré le fait que celui qui prétendait détenir ce pouvoir n'est plus en capacité de l'exercer. Donc, merci à toi de nous faire l'amitié d'être avec nous. On va te laisser le mot de la fin avant que nous nous séparions. Merci, à toi la parole. Oui, merci Gaspard. Comme mot de la fin, déjà, réitérer mes remerciements d'être votre invité aujourd'hui, enfin ce soir. Le système éducatif, moi, au Gabon, n'a pas commencé à sombrer depuis le 24 octobre. Hein. Il a commencé depuis. Nous sommes en train de descendre. Sauf que depuis le 24 octobre jusqu'à ce jour, tous les paramètres se sont affolés. Et je vous dirai pourquoi. Vous avez maintenant dans les universités, dans nos universités, des semestres qui sont validés au bout d'1 mois et demi, 2 mois. C'est inadmissible. Vous avez dit à l'éducation nationale, 9 mois où les gens n'ont pas appris. C'est presque une année blanche. Et quand ils vont repartir, pour quel enseignement et dans quelles conditions? Tout est fait pour détruire le système éducatif gabonais. Je dis bien tout est fait. Alors que ça devait constituer un pilier important de souveraineté et pour notre pays. On ne peut pas avoir une nation mal éduquée. C'est pas possible. On ne peut pas avoir des Gabonais mal éduqués. Donc, à ce niveau-là, nous continuerons notre combat et nous allons suivre de très près la rentrée à l'éducation nationale, mais également aussi à l'enseignement supérieur prévu en janvier, février pour certains établissements. Enfin, pour la nouvelle année, je veux dire. S'agissant du corona, je voudrais quand même dire un petit mot parce que c'est vrai ce que Marc a dit, le corona business s'est réellement installé. Et il faudrait que les juristes, comme Ange également est là, qu'on revoie un peu ces questions de liberté parce que si on m'impose de faire un test que je dois payer pour circuler, pour aller à Bitam, pour aller à Oyem, et autant de fois que je me déplacerai, parce que c'est valable 14 jours, ça veut dire qu'on est en train de restreindre mes libertés d'aller et de venir au Gabon. Surtout qu'on m'impose de payer. Ça veut dire que si je n'ai pas d'argent pour payer ce test, je ne peux plus me déplacer à l'intérieur de mon pays. Donc c'est une forme de restriction des libertés, de circuler. Ça devait être à la rigueur. Ça devait être cadeau. L'État devait prendre ses responsabilités en disant c'est un problème de santé publique, je veux m'assurer et je veux pister tous ceux qui font des mouvements. Et dans ce cas, allez-y vous faire tester, mais je prends en charge tous les frais nécessaires. Donc là, vraiment, il faut regarder cette question. Le fait de rendre obligatoire et payant ces tests, c'est vraiment du corona business qui est en train de se faire. Vous savez, les mots, il y en a tellement dans notre pays. On parle aujourd'hui d'éducation, demain on va parler d'un autre pan. Et après demain, on parlera d'autre chose. Depuis le 24 octobre, tous les paramètres se sont affolés. Et je vous dis que tous les paramètres se sont affolés. Parce que depuis cette date-là, on n'a plus de dirigeants. La réalité, c'est celle-là. Ceux qui dirigent, c'est des groupes de mafieux, chacun à son tour, qui dirige. Celui qui a une opportunité, il la prend. Nous, quand le problème s'était posé,
on n'avait que 3 exigences. Nous n'avions que 3 exigences. La première, c'était une délégation de nos sénateurs, opposition majorité, pour aller rencontrer le chef de l'État. Il rencontre tout le monde, sauf nos parlementaires, opposition majorité. Pour qu'au sortir de là, nos parlementaires nous disent, écoutez, hein, vous surfez pour rien, le président de la République va bien, ou du moins s'il n'est peut-être pas à 100% de ses capacités, mais en tout cas, il est bel et bien là, et ainsi de suite. Ça, c'était la première exigence. La deuxième exigence, on a demandé à le rencontrer. Que nous, si on a envie de le voir, c'est le président de tous les Gabonais. Mais on n'a jamais, depuis 2 ans, réussi à le rencontrer. Et la troisième exigence, on disait, ben, une conférence de presse, là on est en direct, on se voit, on se parle. Donc une conférence de presse avec tout le monde en direct, et puis voilà. Or, aucune de ces exigences n'a été levée. C'est la raison pour laquelle nous avons exprimé notre intime conviction, qui est notre pensée. Vous ne pouvez pas nous empêcher de penser. Vous ne pouvez pas nous empêcher de penser quand même. Moi, si je ne te vois plus, hein, si je ne te vois plus, Gaspard, si on me cache, je vais te rencontrer, ben, je peux exprimer mon intime conviction te concernant, que je n'arrive plus à rencontrer Gaspard, je n'arrive plus à rencontrer Ange, voilà ce que je pense. Et les événements aujourd'hui nous donnent raison, parce que quand un chef d'orchestre n'est plus là, peu importe, dans l'expression n'est plus là, c'est qu'on y met. Mais quand il n'y a plus de chef d'orchestre, et qu'on vous fait croire que le chef d'orchestre est toujours aux commandes, vous qui êtes à l'extérieur, mais ceux qui sont les musiciens, eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a plus de chef d'orchestre. Les musiciens savent qu'ils n'ont plus de chef d'orchestre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chacun a une parcelle de pouvoir. Voilà pourquoi la cacophonie s'amplifie. Parce qu'ils savent exactement ce qui est en haut. Parce qu'ils savent exactement que le chef d'orchestre, c'est plus lui qui donne les ordres. Et qu'il y a d'autres personnes qui donnent les ordres. Et on arrive à cette cacophonie. On arrive à cette situation où chacun va pleurer dans son coin pour dire que ça ne marche pas. Chacun dans son domaine dira que ça ne marche pas. Moi, j'appelle plutôt, pas aux Gabonais en tant que tels, mais plutôt aux leaders que nous sommes. Parce que nous tous qui sommes là, sommes des leaders. La responsabilité nous incombe. Il faut que nous amenions les Gabonais à comprendre que la seule solution, c'est la déclaration de la vacance de pouvoir. Mais cette vacance de pouvoir, ce n'est pas eux qui la déclareront. Ce n'est pas possible. Le ministre de l'Intérieur, le ministre ou le Premier ministre, ou je ne sais même plus qui est chargé de faire ça, ne viendra jamais, je dis bien jamais, dire, enfin, déclarer la vacance. Jamais. Elle ne peut que s'arracher. Elle ne peut que s'imposer. Et le peuple, il est souverain. Et c'est à cette souveraineté que j'appelle. Aucune loi ne peut empêcher un souverain d'agir. Donc, c'est une prise de responsabilité des leaders pour amener les uns les autres à comprendre que dans la situation actuelle, vos groupes Agir, vous avez demandé un certain nombre de choses depuis plus de 2 ans. Aucune de vos demandes n'a été satisfaite. Nous également. Eh bien, la conclusion, elle est vite trouvée. Donc, la vacance de pouvoir est la solution où celui qui a l'autorité de présider aux destinées du Gabon prendra en charge tous nos problèmes. Et quand les gens sauront que l'orchestre a maintenant un chef, alors tous les musiciens s'accorderont pour jouer la même musique que le chef. Mais tant que nous serons dans cette situation, chaque musicien jouera sa partition et nous atteindrons les cacophonies que nous sommes en train d'observer. Donc, une fois de plus, merci. J'ai été un peu très long pour ma conclusion et je suis en tout cas disposé à intervenir et à vous accompagner à chaque fois que vous le souhaiterez. Merci et que Dieu nous protège. Merci à toi, Jean-Rémy, pour cette conclusion. On va retenir, mais je pense que là-dessus, tu prêches des convaincus que la déclaration de la vacance est la seule option qui se présente à notre pays en ce moment
tant qu'on ne sera pas parmi ces résultats, la cacophonie qu'on observe ne fera que s'amplifier. Je remercie à toi. Nous remercions tout le monde et nous disons à nos amis à très bientôt. Allez, au revoir. Ciao.